Je m'appelle Camille Morin, j'ai 34 ans et je travaille depuis 8 ans à Clermont-Ferrand chez Groupe Vertier, une entreprise spécialisée dans les pièces automobiles. J'ai toujours été fière de dire à mes amis que je travaillais ici. J'adorais l'ambiance, les petites blagues qu'on se faisait à la pause café et la sensation d'être dans une famille, pas juste une entreprise. Au début, tout allait bien. Je me souviens des journées où, en sortant du bureau, je regardais la chaîne des puits se découper sur le ciel du soir. C'était beau et ça me rappelait pourquoi j'aimais vivre et travailler ici. Mais tout a changé quand Monsieur Béraud est arrivé. C'était au printemps. On nous l'a présenté comme un homme expérimenté, capable de redresser n'importe quel service commercial. Dès son premier jour, il a organisé une grande réunion pour se présenter. Il est entré dans la salle comme un conquérant. Il a parcouru la pièce de son regard perçant avant de dire « Bonjour, je suis ici pour remettre ce service sur pied. Le temps de la mollesse est terminé. Ici, on va apprendre ce qu'est la performance. » Certains ont applaudi timidement. Moi, j'ai senti un frisson. Mais je me suis dit qu'il fallait juste s'adapter. Après tout, peut-être qu'un peu de rigueur nous ferait du bien. Les premiers jours, il s'est montré poli. Il prenait des cafés avec nous, notait des choses dans un carnet. Il nous disait souvent « Je veux comprendre vos méthodes avant de juger ». Je me suis presque rassurée. Mais au bout de 2 semaines, j'ai compris qu'il ne faisait pas qu'observer. Il classait, il séparait, il divisait. Il a commencé à nous comparer systématiquement les uns aux autres. Pendant les réunions, il affichait des tableaux avec nos performances individuelles. Il pointait du doigt les moins bons en disant « Vous voyez pourquoi on n'avance pas ? Voilà le maillon faible. » Il répétait ces mots comme un mantra « maillon faible ». Chacun a commencé à se méfier de l'autre. Des collègues qui étaient amis se mettaient à se disputer. À la pause, l'ambiance était glaciale. Lucie, ma collègue, m'a dit un jour en chuchotant « Tu te rends compte ? On se surveille tous maintenant. Il a réussi à nous monter les uns contre les autres. » Couche. Au bout d'1 mois, il a instauré des points de performance tous les matins. À 8 heures, on devait se rassembler dans la salle de réunion. Il arrivait toujours en retard de 5 minutes. Un grand silence planait, puis il entrait en claquant la porte. Il balançait des feuilles sur la table. Aujourd'hui, on va parler de vos chiffres. Un par un, il nous interrogeait. Il posait des questions de plus en plus techniques, même sur des sujets qui n'étaient pas notre domaine. Quand quelqu'un hésitait, il levait les yeux au ciel. Incroyable, même ça, vous ne savez pas ? Ces humiliations sont devenues notre quotidien. Elles s'installaient insidieusement. Les premiers temps, certains plaisantaient encore. Il est dur, mais au fond, il veut nous motiver. Puis les blagues se sont tues, la peur s'est installée. Au bout de 3 mois, il avait transformé le bureau en un terrain miné. Il envoyait des mails aux phrases violentes comme « Vous êtes lent et votre lenteur nous fait perdre de l'argent » ou « Dois-je vous rappeler que vous êtes facilement remplaçable ?» Certains mails étaient adressés à une seule personne, mais mis en copie à toute l'équipe. Une humiliation publique permanente. Moi, j'essayais de tenir. Je travaillais jusqu'à 21 heures pour éviter qu'il me reproche un dossier incomplet. Mais même là, il trouvait des excuses pour m'attaquer. Un jour, je suis arrivée avec 5 minutes de retard après un accident sur la rocade. Il était planté à côté de l'horloge, les bras croisés. Il a tapé sur sa montre et dit, assez fort pour que tout le monde entende. On dirait que certains n'ont pas compris que le respect des horaires est une base, ou peut-être qu'ils ne sont pas faits pour ce poste. J'ai baissé la tête. J'étais en train de devenir un fantôme. Chez moi, je ne dormais plus. Je faisais des cauchemars dans lesquels il me fixait en répétant « maillon faible, maillon faible ». J'évitais les soirées avec mes amis, je n'avais plus la force. À force, je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Lucie, qui avait toujours été un soutien, commençait elle aussi à dépérir. Ses traits se creusaient. Un soir, après une réunion particulièrement éprouvante, elle m'a dit dans l'ascenseur « Il va finir par nous briser ». J'ai hoché la tête. Mais au fond de moi, quelque chose bouillonnait. Pendant cette période, il y a eu des jours où je pensais à démissionner. J'ouvrais mon ordinateur pour mettre à jour mon CV, puis j'arrêtais, terrifiée à l'idée de perdre mon emploi. J'avais un prêt, des factures, et puis je ne voulais pas abandonner mes collègues. Béraud ne s'acharnait pas que sur moi, il attaquait aussi Sandrine, Mathieu ou même Lucie.
Il nous isolait, mais il ne pouvait pas effacer la vérité. Au bout de 5 mois, après un trimestre de chiffres en baisse, la situation a atteint un sommet de tension. Un lundi, il est entré dans la salle de réunion, furieux. Il a balancé un dossier sur la table et hurlé. « C'est un échec. Vous êtes tous responsables, mais certains plus que d'autres. » Il s'est tourné vers moi. « Camille, votre manque d'initiative est pathétique. Vous êtes un poids pour ce service. Vous le comprenez ?» J'ai balbutié, incapable de répondre. Ce soir-là, je suis restée au bureau jusqu'à minuit. J'ai travaillé machinalement, en larmes. C'est à ce moment que mon téléphone a vibré. Lucie m'envoyait un message. « Camille, on ne peut pas continuer comme ça. Viens, je t'attends place de Jaude. » J'ai quitté le bureau en titubant. La nuit était glaciale. Je suis allée retrouver Lucie place de Jaude. Elle était assise à une terrasse presque vide, emmitouflée dans son manteau. Quand elle m'a vue, elle s'est levée et m'a serré fort dans ses bras. « Camille, tu vas tenir » m'a-t-elle murmuré. Je n'ai rien pu dire, les mots restaient coincés. Elle m'a forcée à m'asseoir et à commander 2 chocolats chauds. Nous sommes restés un moment silencieux à écouter le bruit du tramway qui passait. Puis elle a pris la parole. « Je ne sais pas pour toi, mais moi je n'en peux plus. Hier, j'ai failli pleurer devant lui. Moi, je n'en dors plus. Chaque mail me donne envie de vomir. » Lucie a baissé les yeux. Sa main tremblait. « Il faut qu'on fasse quelque chose. » C'est ce soir-là que l'idée a germé. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie moins seule. Le lendemain, j'ai commencé à réunir des preuves. Je me suis mise à copier chaque mail violent dans un dossier que j'ai appelé « Vérité ». Je notais précisément ses paroles lors des réunions, comme ce jour où il a dit à Sandrine « Tu sais combien de gens attendent un poste comme le tien? Tu veux qu'on leur fasse de la place ?» Ou encore à Mathieu, un technicien pourtant apprécié de tous. « Tu es lent, tu n'as pas le niveau. Peut-être que la compta a besoin d'un stagiaire. » J'ai même enregistré un matin où il m'a convoqué dans son bureau. La discussion a duré 5 minutes, mais a suffi à me retourner l'estomac. « Camille, vous êtes médiocre. Vous pensez qu'on paie les gens ici pour être médiocres? Vous croyez que Vertier s'est construit avec des gens comme vous? Non. Alors bougez-vous ou partez. » Chaque soir, je remplissais mon dossier un peu plus. Au bureau, je faisais profil bas, mais j'observais. Lucie aussi. Elle collectait des témoignages. Nous échangions discrètement nos informations le soir, en sortant de l'entreprise ou par message codé. Pendant ce temps, Béraud devenait de plus en plus imprévisible. Certains matins, il se montrait souriant, presque charmeur. Il nous racontait des anecdotes sur ses succès passés. Mais l'après-midi, il piquait des colères impressionnantes, balançait des objets sur son bureau ou menaçait de licenciement à la moindre erreur. Ce yo-yo émotionnel nous éreintait. Nous marchions tous sur des œufs. Personne ne savait quel Béraud allait débarquer. Je voyais mes collègues changer. Sandrine a commencé à faire des erreurs qu'elle ne faisait jamais. Mathieu s'absentait de plus en plus pour des arrêts maladie. Moi, je faisais des crises de panique le matin, dans ma voiture, garée sur le parking de la zone d'activité de Cournon d'Auvergne. Un soir, Lucie m'a écrit « Camille, j'ai peur qu'ils nous détruisent un par un. Il faut qu'on agisse vite. » Alors, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, demander un rendez-vous au PDG, Thierry Valette. Je ne l'avais croisé qu'une fois en 8 ans. J'avais peur qu'il me rie au nez, mais quand sa secrétaire m'a rappelé pour me confirmer un entretien, j'ai su que je n'avais plus le droit de reculer. Le matin du rendez-vous, j'ai failli faire demi-tour 3 fois avant d'entrer dans le grand immeuble du siège. Dans le couloir menant à son bureau, mes jambes étaient de coton. La porte s'est ouverte. Thierry Valette, grand, élégant, m'a accueilli avec un sourire poli. « Camille Morin, asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène ?» J'ai sorti ma clé USB. Mes mains tremblaient. Je l'ai posée sur son bureau et j'ai dit « Monsieur Valette, il se passe des choses graves chez nous et je crois que vous devez le savoir. » Il a pris la clé, me fixant d'un air interrogateur. Je lui ai tout expliqué. Les humiliations, les mails, la peur, les crises de nerfs. J'ai raconté les scènes de Béraud dans la salle de réunion, les surnoms humiliants qu'il donnait aux collègues. J'ai parlé de Sandrine, de Mathieu, de Lucie. Il m'écoutait, silencieux, prenant parfois des notes. « Vous êtes sûr de tout ça ?» a-t-il demandé d'une voix grave. « Oui, et je ne suis pas le seul à pouvoir le prouver. Quand j'ai quitté le bureau du PDG, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je craignais des représailles. Mais quelques jours plus tard, un mail officiel est tombé. Monsieur Béraud quitte le groupe Vertier pour raisons personnelles. Ce jour-là, j'ai poussé un cri de soulagement dans ma voiture.
Lucie m'a appelé immédiatement. « Camille, tu as réussi !» Je lui ai répondu en riant pour la première fois depuis des mois. On a réussi. Dès la semaine suivante, l'ambiance a changé du tout au tout. À la pause, les conversations ont repris. Le matin, on arrivait le cœur plus léger. Le bureau n'était plus un champ de mine. Les sourires revenaient, même Sandrine s'est remise à plaisanter. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un coup de fil de la secrétaire de Thierry Valette. Il voulait me voir à nouveau. Quand je suis entrée dans son bureau, il m'a accueillie avec un grand sourire. « Camille, je voulais vous remercier pour votre courage. Sans vous, je n'aurais jamais su. J'aimerais vous proposer un poste de chef de projet. Vous pensez être prêt, eux ?» Mon cœur s'est emballé. « Oui, je suis prête. » Il a hoché la tête. « Félicitations, chef de projet Morin, et merci. » En sortant, j'ai croisé Lucie. Je lui ai annoncé ma promotion. Elle a sauté de joie et m'a serrée dans ses bras. Depuis ce jour, j'ai pris un engagement. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un imposer un climat de terreur autour de moi. J'ai instauré des points réguliers avec mes équipes. Je leur dis souvent « Ici, personne n'est un maillon faible. On est une chaîne solide, ensemble. » Et je vous raconte mon histoire aujourd'hui pour vous dire que, même quand vous pensez être seul, il y a souvent quelqu'un prêt à vous aider. Il faut oser parler. Parce que la peur ne doit jamais devenir la norme. Parce que personne ne mérite de sacrifier sa santé pour un travail. Et parce qu'il y a toujours un moyen de sortir de l'emprise de ceux qui confondent autorité et destruction.